Madame, Monsieur, bonsoir. Les autorités américaines viennent de rendre publiques des photos très dures montrant les corps des deux fils de Saddam Hussein. Des photos présentées comme des preuves par les Américains. En France, le gel du printemps et la sécheresse de l'été ont réduit la production de fruits et légumes. Résultat, une meilleure qualité et des prix qui flambent. Le projet de loi sur les retraites a été définitivement adopté aujourd'hui au Parlement. La fin d'un long marathon. 5000 passeports vierges volés près de Marseille, des documents qui intéressent tout particulièrement les réseaux d'immigration clandestine. Les pieds et les torses nus bannis du centre-ville de la Grande Motte. Le maire parle de bienséance et d'hygiène. Et puis c'est le néerlandais Knaven, ancien vainqueur du Paris-Roubaix, qui a remporté la 17e étape du Tour de France à Bordeaux. Ce soir, les Américains ont voulu convaincre les plus sceptiques, ceux qui mettaient en doute la mort des deux fils de Saddam Hussein. Ils viennent donc de dévoiler les photos des deux cadavres. Attention, ce sont des clichés durs qui peuvent heurter. Frédéric Crotin. En diffusant ces photos des corps de Qusay, le fils cadet de Saddam Hussein et de son frère aîné Uday, les Américains ont voulu faire taire les rumeurs. L'identification s'est faite de plusieurs manières. Un médecin officiel irakien a vu les cadavres retrouvés dans la maison assiégée de Mossoul et en a formellement reconnu l'identité. Et puis les Américains ont procédé à des examens médicaux. Uday avait échappé en 1996 à un attentat. Et il en avait gardé quelques bouts de métal dans la jambe gauche. Ces projectiles sont visibles sur cette radio. En dépit de la barbe fournie qu'ils s'étaient laissé pousser, les deux frères ont bel et bien été reconnus. L'homme qui les a dénoncés, c'est peut-être lui. Alléché par l'énorme prime de 15 millions de dollars pour chacun des deux hommes, cet informateur dont on ignore l'identité est maintenant sous haute protection militaire américaine. Mais la disparition des deux fils de Saddam ne fera en aucun cas baisser les tensions. Dans une bande vidéo diffusée par la télévision Al Arabiya, les fédayines de Saddam menacent. Ces hommes, qui soutiennent toujours l'ancien président irakien, promettent de venger la mort de ses fils. Ces fanatiques, dont on ne connaît pas le nombre exact aujourd'hui, évoquent de nouvelles attaques contre les troupes américaines. Si la mort des deux frères est aujourd'hui évidente, les consignes reçues par les militaires le sont beaucoup moins. Avait-il l'ordre de les prendre vivants coûte que coûte, ou alors de les liquider? En France, une bonne nouvelle sur le front des incendies en Corse. Dans la vallée de la Gravonne, le feu semble maîtrisé ce soir, mais les pompiers restent prudents. Le vent est toujours très fort dans le secteur. Yvan Martinet, Vincent Bouffartille. Le vent tant redouté a bel et bien soufflé. Pourtant, pour le météorologue des pompiers, c'est une bonne nouvelle. Au lieu d'attiser le feu, ce souffle venu de la mer, chargé d'humidité, a affaibli l'incendie. On a plus d'hygrométrie que les jours précédents. On se situe aux alentours de 60%, alors que les jours précédents on était aux alentours de 15%, ce qui était très sec. Donc c'est ce qui explique que le chantier s'est calmé. Pratiquement éteint, cet incendie n'a désormais ni front ni flamme, une nouvelle phase pour les pompiers. On commence maintenant un travail de fourmi, de grattage, parce qu'un feu n'est pas éteint tant qu'on n'a pas fait le tour totalement des lisières avec des hommes à pied qui grattent et qui empêchent la reprise. Arroser chaque souche brûlée, étouffer les dernières braises, un travail moins excitant pour les pompiers, éreintés par 9 jours de combat contre le feu. C'est quand même du boulot. Il y a quand même la journée on bosse, les feux, puis bon, la nuit il y a la surveillance, donc ce qui fait pas beaucoup d'heures de sommeil quand même. Le feu s'est arrêté sur la gauche de cette piste. Pour les pompiers commence maintenant un travail d'observation, de vigilance. Il consiste à s'assurer qu'aucune matière incandescente ne traverse ce chemin. Hervé Guémard s'est rendu aujourd'hui dans 4 départements touchés par la sécheresse. Vous le voyez chez un éleveur de bovins en Côte d'Or. Pas de nouvelles annonces. Le ministre de l'Agriculture a simplement réaffirmé la décision du gouvernement d'octroyer une aide au transport de 45 € par tonne de paille. La sécheresse, mais surtout les grosses gelées du printemps ont entraîné une baisse de la production des fruits et légumes, moins 34% par exemple pour l'abricot. Conséquence pour le consommateur, eh bien, les prix ont flambé. Séverine Lebrun, Bernard Connat. Est-ce que je pourrais avoir une livre de cerises? Cette année, cette grande amatrice de cerises a beaucoup hésité avant de céder à sa gourmandise. D'habitude, j'en mange toutes les semaines. Cette année, c'est la première fois que j'en achète. C'est vrai qu'ils sont excessivement chers. Vous avez remarqué que j'en ai acheté que 2. Et si les fruits sont chers, le primeur a son explication. C'est à cause de la sous-production des fruits d'été. On a 2 fois plus de mal à trouver de la marchandise. Les prix sont 2 fois plus chers que l'an passé. Donc obligatoirement, les prix se ressentent à la vente pour la clientèle.
Les récoltes cette année sont en chute libre. Moins 34% pour les abricots, moins 25% pour les pêches et nectarines, moins 21% pour les poires ou encore moins 18% pour les cerises. Des vergers décimés par des conditions climatiques désastreuses, une vague de gel au mois d'avril, puis une sécheresse catastrophique. Certains producteurs ont perdu la totalité de leur récolte. La saison des fruits d'été sera exceptionnellement courte cette année, des fruits encore plus chers et plus rares au mois d'août. Et aujourd'hui en France, beaucoup de cours d'eau sont à sec. Les premières victimes, bien sûr, sont les poissons, comme dans la rivière de l'Ain. Pour les sauver, les écologistes demandent à EDF d'ouvrir un barrage. Mais là, les intérêts économiques et touristiques sont plus forts. Laetitia Fouque, Frédéric Faure. Un bel ombre. Depuis un mois, Adrien et Bernard ne pêchent plus. Ils ramassent presque chaque jour des poissons, des truites, des ombres, morts, victimes de la sécheresse. Celui-ci doit avoir 4 ans. Avec 7 mètres cubes secondes, l'Ain n'a jamais connu un aussi faible débit. Résultat, plus de courant, les algues prolifèrent, dévorent l'oxygène, les poissons s'entassent dans une eau chaude. Mais là, la température en bordure elle est à 24 degrés, ce qui est déjà élevé pour la période de la journée. Une température trop élevée pour ces poissons. Henri Persat étudie le comportement des poissons de l'Ain depuis des années. C'est une population sauvage. Aujourd'hui, il est inquiet pour leur survie. Quand les eaux sont à plus de 20 degrés, les salmonidés en général, ils mangent pratiquement pas. Donc en fait, ils vivent il faut compter qu'ils vivent sur leur réserve depuis au moins un mois maintenant. Et pourtant de l'eau, il y en a en amont. Derrière ce barrage, le lac de Vouglan, le 3e de France. Mais ici, on prend soin d'un plus gros poisson, le touriste, qui se fait déjà rare depuis que le niveau du lac a chuté de 8 mètres faute de pluie. Dans ces conditions difficiles de multiplier les lâchers d'eau pour alimenter la rivière. On doit gérer l'eau avec équilibre. C'est-à-dire un peu d'eau pour l'environnement, les poissons, le milieu aquatique, un peu d'eau pour le tourisme, les baignades, les sports nautiques, comme ici sur Vouglan, et un peu d'eau pour la production d'électricité. Une gestion équilibrée qui ne convainc pas tout le monde. À la pointe. Les touristes, ça se sauve sur une saison, voire une demi-saison. Le cheptel de la rivière d'Ain, si ça vient à crever, si on en a pour 10 ans à refaire le cheptel, et encore quand on dit 10 ans, ça pète beaucoup plus. Si les vannes du barrage ne s'ouvrent pas, seul espoir pour les poissons, une bonne pluie. Un nouveau pas vers la lutte contre le tabac. Le Parlement vient d'interdire la vente de cigarettes aux moins de 16 ans. Une mesure qui s'ajoute aux récentes augmentations de prix du tabac. Et résultat, les ventes ont chuté de 7,7% en un an. Et c'est bien cet argument que met en avant la direction d'Altadis, l'ancienne Seita, pour justifier la fermeture des sites français, notamment celui de Lille. Ève Bortoli, Frédéric Vion. Ce matin, les salariés d'Altadis cherchaient dans les journaux une explication à la fermeture de leur entreprise. Et c'est finalement le directeur du site en personne, poussé par les syndicats, qui est venu la leur fournir. Raison invoquée donc par la direction, la baisse des ventes de tabac. Et il est vrai que depuis 10 ans, la chute est importante, avec une accélération au premier semestre 2003, moins 7,7%. Pour les salariés, cet argument est irrecevable. Pour eux, il s'agit uniquement d'une logique financière. J'ai la haine contre les décideurs, j'ai la haine, mais aussi contre leurs collaborateurs et leurs complices. Là, j'ai la haine, parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens comme ça pour un coup de bourse. On n'est plus que dans une logique de fric à l'heure actuelle. On est dans une logique de faire vivre des actionnaires, et puis nous, on n'existe pas. Pour cet analyste financier spécialisé dans le marché du tabac, c'est la logique du marché qui impose à l'entreprise de s'adapter. Les marges du groupe sont appelées à baisser en raison de la baisse des ventes de cigarettes. Donc pour maintenir ces marges à un niveau égal, Altadis doit concentrer sa production sur des unités plus grosses en tout cas que celles de Lille. Et donc supprimer des emplois. Et donc malheureusement supprimer des emplois. D'ici 2 ans, 4 sites fermeront en France, 533 postes seront supprimés. Rien ne va plus entre le maire de Vienne et le centre de tri postal de la ville. L'élu dénonce des retards très importants dans l'acheminement du courrier et menace même de boycotter la poste. Elisabeth Esley. 7 juin, reçu le 26. 6 juin, reçu le 26. Une convocation à un examen reçu plusieurs jours après l'épreuve, une invitation à une réception qui arrive après la fête. À Vienne, monsieur le maire et ses administrés sont excédés par les retards du courrier. Tellement excédés que la ville voudrait faire elle-même la distribution. Je suis en train de faire étudier d'ailleurs par notre avocat la possibilité financière et la possibilité juridique de se substituer à la Poste si dans quelques mois elle ne répond pas à sa mission.
Les postiers sont pour, ils critiquent l'organisation du travail au centre de tri où transitent jusqu'à 65 000 plis chaque jour. Quand il y a un congé maladie, un facteur en congé, on n'a pas toujours le personnel pour remplacer. Donc sa tournée n'est pas faite. Et ça, moi je suis facteur depuis 35 ans, ça ne se voyait pas avant. L'année dernière, 150 jours sans aucune tournée parce que, selon la direction, le personnel manque de flexibilité. Des employés de mairie postiers, un service public remplacé par un autre, ce serait une grande première qui pourrait faire boule de neige. À Vienne, monsieur le maire veut aboutir avant la fin de l'été. Après 29 jours de débat au Parlement et 2 mois de grève, le projet de loi sur la réforme des retraites a été définitivement adopté aujourd'hui. Il prévoit une harmonisation progressive entre public et privé avec, en 2008, 40 ans de cotisation pour tous. En 2012, il faudra 41 ans de cotisation pour disposer d'une retraite à taux plein. Enfin, le projet prévoit une amorce d'épargne retraite individuelle. C'est donc la fin d'un long marathon pour le gouvernement et plus particulièrement pour François Fillon. Pauline Revenat et Nathalie Gallais ont suivi le ministre des Affaires sociales lors de cette dernière journée consacrée aux retraites. C'est la dernière ligne droite. Un peu tendu, François Fillon va enfin boucler le dossier des retraites avec quelques souvenirs douloureux. Ça a été le débat avec les partenaires sociaux et les périodes un peu difficiles où notamment le secteur public a manifesté son incompréhension. Des centaines d'heures de débat, des nuits blanches. À l'arrivée, il a gagné, mais il reste des cicatrices. On a humilié les millions de salariés, on n'a pas pris en considération les grandes organisations syndicales, on a opposé des fonctionnaires à des salariés du privé. Et donc forcément, à un moment donné, cette colère rentrée, cette humiliation va ressortir. Il est midi et demi. Contre 152, l'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi. À peine le temps de savourer, François Fillon est attendu à Matignon. Un cocktail organisé par Jean-Pierre Raffarin pour remercier les parlementaires après cette session difficile. Et le ministre retrouve le sourire. 14 heures dans son bureau, François Fillon est content de lui. Dire que c'est un passage en force, ça fait rire tout le monde. La seule chose qui est vraie, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, un gouvernement de droite n'a pas capitulé devant un mouvement social qui était très orienté vers la défense des intérêts d'une partie des Français, c'est-à-dire des fonctionnaires. Deuxième acte au Sénat, c'est presque une formalité. Pour l'adoption 205 contre 113, le Sénat a adopté. François Fillon peut enfin se reposer, mais une autre fonction l'attend. Le président de la République en voyage, Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy aussi. Il est Premier ministre par intérim jusqu'à samedi. Oui, Jean-Pierre Raffarin qui vient d'arriver au Maroc, à Rabat. Avant son départ, le Premier ministre a tenu une conférence de presse. Il a affirmé que la réforme des retraites n'était pas une victoire des uns contre les autres et que le dialogue social restait une priorité. Pour le groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault a appelé le Premier ministre, je cite, à changer de braquet s'il ne veut pas finir lanterne rouge. Marie-Georges Buffet considère, elle, que le discours était à l'eau de rose. Jacques Chirac, lui, est en Nouvelle-Calédonie. Le président a appelé un devoir de mémoire. En 1988, au moment de l'assaut contre la grotte d'Ouvéa, Jacques Chirac était alors Premier ministre. Véronique Saint-Olive, Didier Rancœur. Aujourd'hui à Nouméa, le présent et le passé se télescopent. Jacques Chirac s'adresse à ces jeunes, ils sont européens, mélanésiens, métis, ils représentent 40% de la population, c'est eux qui feront la Nouvelle-Calédonie demain. Symbole, l'échange se tient au centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Il était le porte-drapeau d'une revendication identitaire, il paya de sa vie son engagement pour la paix. C'était il y a 15 ans, après la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa, qui s'était soldée par la mort de 4 gendarmes, 2 militaires, 19 indépendantistes. Jean-Marie Tjibaou avait signé avec Jacques Lafleur les accords de Matignon. Alors ce matin, Jacques Chirac a renoué le fil en parlant de respect et de dialogue. La différence doit engendrer non pas le conflit, mais l'enrichissement des uns par rapport aux autres. Tout le monde a quelque chose à apporter à l'autre. Et c'est Marie-Claude Tjibaou qui a parlé d'avenir partagé. Je pense que construire le pays, c'est s'asseoir à la même table, dialoguer et faire part de certaines incompréhensions. Et donc la venue du président est là pour être témoin de ce qui est en train de se construire ici. Mais la situation demeure fragile. En fin d'après-midi, Jacques Chirac s'est rendu dans un quartier déshérité, comme pour montrer que la lutte contre la fracture sociale demeure ici et partout sa priorité.
Au-delà des différences, il faut dialoguer pour faire avancer les choses. À 20 000 km de la métropole, Jacques Chirac emploie les mêmes mots, une façon pour lui d'assurer la continuité de la République, mais aussi un credo personnel. Lors de nos précédentes éditions, nous vous parlions de cette photographe irano-canadienne décédée dans des circonstances floues dans une prison de Téhéran. Aujourd'hui, le Canada dénonce son inhumation en Iran et rappelle son ambassadeur. Une controverse qui, à Téhéran, oppose aussi réformateurs et conservateurs religieux. Jean-Marc Ilouz, Jean-Louis Melin. Celle dont elle recommande l'âme à Dieu est morte mystérieusement après son arrestation. Mais si aujourd'hui la douleur de cette famille embarrasse et divise les autorités iraniennes, c'est que la défunte, victime d'une fracture du crâne inexpliquée pendant sa détention, est non seulement iranienne, mais aussi canadienne et journaliste. Zahra Kazemi, 54 ans, a été arrêtée le 23 juin alors qu'elle tentait de photographier cette porte, celle de la prison, où sont détenus les étudiants arrêtés pendant les manifestations de rue vite réprimées en juin dernier. Une espionne pour la presse conservatrice qui explique doctement que l'hémorragie cérébrale de Zahra Kazemi est la conséquence de coups de tête dans le mur qu'elle se serait infligée à elle-même pour jouer les victimes. Mais au Parlement, les députés réformateurs n'ont pas de mots assez durs pour dénoncer un nouveau passage à tabac. Leur cible, c'est cet homme, Saïd Mortazavi, le puissant procureur de Téhéran, fonctionnaire d'une justice totalement aux mains des conservateurs. Il faut savoir que le juge mis en cause dans la mort de Madame Kazemi n'est pas un simple juge, n'est pas un simple procureur. C'est le coordinateur principal de l'ensemble de mouvements de répression contre les journalistes, contre les étudiants, contre les députés réformateurs et même contre l'entourage direct de M. Khatami. Pour redorer son blason terni par son impuissance à imposer des réformes, le président Khatami exige une enquête indépendante et un procès public. Mais ses adversaires conservateurs sont-ils vraiment prêts à sanctionner leur justice, leur police ou leur armée ? Le Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas est actuellement aux États-Unis. Il compte bien demander à George Bush de convaincre Israël d'abandonner la construction d'une immense clôture qui doit séparer la Cisjordanie d'Israël. La construction de ce mur débutée en juin 2002 est très critiquée par les États-Unis eux-mêmes. Et puis ce qui s'est passé hier soir à la mairie de New York ressemble de près à la tuerie de Nanterre l'an dernier. Au beau milieu d'une réunion du conseil municipal, un élu a tiré sur son rival qui était réputé pour sa lutte contre la violence. Le tueur a ensuite été abattu par un policier. Le drame a immédiatement reposé le problème de la sécurité. Le maire a annoncé que toute personne devait désormais passer à travers les portiques de détection pour entrer dans le bâtiment. Après la drogue en Colombie, Nicolas Sarkozy s'attaque maintenant à l'immigration en Guyane où il se trouve actuellement. L'an dernier, près de 4500 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière de ce département d'outre-mer. Le fleuve Saint-Laurent du Maroni est un point d'entrée très connu des clandestins. Christelle Bertrand, Thierry Breton. Rive gauche, la France. Rive droite, le Suriname. Entre les deux pays, le fleuve Maroni, frontière poreuse sur 500 km de long. Avec sa pirogue et son ami, Fagui sillonne le fleuve comme on prend l'autoroute. Depuis toujours, on passe d'un bord à l'autre et c'est tellement facile qu'on en arrive à ne plus savoir dans quel pays on est, sans peur du gendarme. Il n'y a pas beaucoup de gendarmes, peut-être il y a une seule pirogue qui fait contrôle sous le fleuve. Donc les autres pirogues, ils passent avec les marchandises. Pour lutter contre l'immigration et le trafic, les moyens de la gendarmerie française sont à l'image du bac international, dérisoires et inadaptés. C'est le seul moyen officiel de passer la frontière. 90% du trafic se déroule dans son sillage. On est confronté à une frontière qui est perméable et qui le sera toujours, sauf à mettre des milliers et des milliers de douaniers, de policiers et de militaires. Souvent, ces bidons viennent de France remplis d'essence de contrebande. En pirogue, quelques minutes suffisent pour atteindre le Suriname. De là, partent la cocaïne et le crack fabriqués en Colombie. Pour beaucoup, la Guyane est aussi la porte ouverte vers les pays riches. Moi, je veux aller aux États-Unis et je vais passer par la France, dit-il. Et le trafic de produits illicites s'accentue dès la tombée du jour. La nuit, les gendarmes français ont interdiction de patrouiller pour des raisons de sécurité. À l'opposé du Maroni, vers l'est, proche de Cayenne, les autorités françaises sont tout aussi impuissantes qu'ici. L'autre frontière sans barrière, c'est le fleuve Oyapock, qui sépare le Brésil de la France sur 400 km de long.
Ce sont pas moins de 5000 passeports vierges qui ont été dérobés hier près de l'aéroport de Marignane. 2 malfaiteurs ont braqué le camion chargé de documents. Les policiers estiment aujourd'hui que les voleurs ont bénéficié de complicité. Francis Mazoyer, Benoît Jourdan. Ce joli rond-point près de l'aéroport, le transporteur n'a pas le temps de l'admirer. Il suffit d'un simple ralentissement de la circulation à 10 h hier matin pour que les malfaiteurs bloquent le sous-traitant de Chronopost. Le chauffeur est extirpé de son camion par un homme armé. Les 5000 passeports arrivés 1 heure plus tôt dans ce hangar se volatilisent aussitôt. Cela ne fait aucun doute aux yeux des enquêteurs. Les braqueurs étaient bien renseignés. Il est évident que les malfaiteurs ont eu connaissance de ce transport d'une façon ou d'une autre. Donc c'est l'enquête de déterminer s'il y a eu donc des fuites ou pas à un quelconque niveau de l'acheminement de ces passeports. En clair, les enquêteurs devront établir s'il y a eu complicité interne. Les passeports qui étaient destinés à la préfecture des Bouches-du-Rhône sont sans doute entre les mains d'une bande organisée. Les policiers du SRPJ de Marseille sont aujourd'hui à l'affût de la moindre revente d'un de ces documents administratifs. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Oui, ces passeports vierges ont bien sûr une valeur marchande. Ils intéressent tout particulièrement les réseaux d'immigration clandestine. Alors pour tenter de remédier à ces trafics, les passeports sont progressivement dotés d'un système de lecture optique. Amaury Guibert, Céline Rousseau. Ils ont l'air tout à fait respectables. Des centaines de passeports, tous falsifiés. Le trafic marche fort et démarre le plus souvent loin de nos frontières. Dakar, la capitale du Sénégal. Pour un faux passeport, cette femme demande 4 500 €, complicité de la police locale incluse. Dans un autre pays d'Afrique, le Bénin. C'est un vrai faux passeport si vous voulez. Ici, le faussaire facture le document 2 000 €, un vrai passeport à l'origine avec dessus une fausse identité. Des faux, mais pas forcément des sésames pour les candidats à l'immigration. Dans les grands aéroports français, les policiers ont l'œil. L'homme est en possession d'un passeport belge falsifié. Le 7 ici a été modifié, donc la date de naissance, l'année de naissance, la date de validité. Pour éviter les faux, les passeports sont de plus en plus sécurisés. L'innovation principale, ce sont ces 2 lignes. Un code qui permet de détecter grâce à la lecture optique si le passeport n'est pas valide. C'est infalsifiable. Il y aura bientôt d'autres protections. Très prochainement, les passeports délivrés aux particuliers comprendront des mesures, je dirais, de sécurité numérique. La photo sera numérisée avec des procédés très particuliers. Et enfin, une puce électronique sera contenue dans le document qui permettra d'authentifier le bénéficiaire. Et il y a urgence pour gagner la course contre les faussaires. Les délits en matière de faux documents ont augmenté de plus de 17% l'année dernière. Cet après-midi, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel contre l'ancien PDG d'Air Libre. Jean-Charles Corbet doit être présenté dans les heures qui viennent au juge en vue de sa mise en examen. Le parquet a requis sa mise en détention provisoire. Et puis suite au reportage d'hier concernant la visite d'un député à la prison de Nice, la direction de l'administration pénitentiaire rappelle que les parlementaires n'ont besoin d'aucune autorisation pour pénétrer dans une prison. Les responsables de discothèques mènent actuellement une grande campagne nationale pour sensibiliser les jeunes au GHB. En fait, c'est ce qu'on appelle la drogue du viol. Elle diminue la résistance des victimes. Emmanuel Lambert et Delphine Détry se sont rendus dans une discothèque près de Metz. Une discothèque à la mode dans la banlieue de Metz. Tous les jeunes de la région s'y donnent rendez-vous en fin de semaine. Ici, il y a 4 mois, une jeune fille a avalé du GHB, la drogue du viol. Son comportement inhabituel a attiré l'attention du gérant, d'autant qu'elle était formelle, elle n'avait bu qu'un seul verre et pensait n'avoir pris aucune drogue. Visiblement, la jeune fille avait l'air complètement sincère, mais perdait de temps en temps, par saccade, toute notion, tous ses moyens. J'ai donc appelé un médecin qui est venu très rapidement sur les lieux. Le médecin fera le même constat. La jeune fille est bien sous l'effet du GHB qu'elle a dû boire à son insu. Depuis, le patron de la boîte de nuit veut prévenir ce risque. À l'entrée, des étudiants informent les jeunes sur les dangers de cette nouvelle drogue. Qu'est-ce que vous savez sur cette drogue? Je sais que c'est quelque chose qu'on donne à des jeunes filles pour
les droguer et donc abuser d'elle après parce qu'elles se souviennent plus de rien par la suite. D'accord, tout à fait. Donc on l'appelle aussi sous le nom courant la drogue du viol. Une substance inodore, incolore, sans saveur, pratiquement indétectable et qui laisse les victimes sans résistance. Idéal pour qui veut abuser de quelqu'un. En 4 ans, 147 plaintes ont été déposées pour agression sexuelle sous l'emprise du GHB. Cette drogue-là, non, je savais pas qu'il y avait des conséquences comme ça et on fait pas forcément attention. C'est vrai qu'on est un peu insouciant. Je trouve ça incroyable qu'on puisse me mettre un truc dans le verre. Enfin, ça a toujours existé, mais ça laisse un effet pareil, qu'on se rende compte de rien. C'est quand même affolant, quoi. Face à cette nouvelle menace, la vigilance s'impose. D'ailleurs, certains ont déjà changé leurs habitudes. Je ne pose pas mon verre sur le bar. Deuxième réflexe, recouvrir son verre, c'est plus sûr. Cette campagne de sensibilisation aura cours tout l'été dans 1300 discothèques et 4000 bars de nuit à travers toute la France. La France est le dernier pays européen, avec le Luxembourg, à pratiquer l'accouchement sous X. Cela veut dire qu'une mère peut abandonner son enfant en gardant l'anonymat. Chaque année, 500 nouveau-nés sont ainsi abandonnés dans notre pays. Et depuis 1996, la loi permet à une mère de lever le secret sur son identité. Mais la route est longue pour espérer un jour retrouver son enfant. C'est le cas de Daniel, rencontré par Laetitia Legendre, Alexandra Renard et Ludovic Tourte. Une seule photo, vieille de 36 ans. C'est tout ce qui reste à Daniel de son fils. Le 8 janvier 1967, cette femme accouche sous X d'un petit Auguste Jean Daniel à la clinique Bodlock à Paris. Âgée de 17 ans, enceinte après un viol, elle est contrainte par sa famille d'abandonner son enfant 15 jours après sa naissance. L'assistante sociale m'a pris l'enfant, ils m'ont déshabillé l'enfant, ils m'ont rendu les affaires de l'enfant et ils lui ont mis d'autres affaires. Et à ce moment-là, vous ne l'avez plus revu? Et après, je ne l'ai plus revu. À la clinique, Daniel signe alors des papiers sous la pression de sa grand-mère, sans en comprendre toutes les conséquences. Elle a dit à l'assistante sociale, il faut la faire accoucher sous X. Et moi, je ne comprenais pas en 67 ce que ça voulait dire. Ça a été une déchirure. Désormais, le secret des origines pour les personnes nées sous X est moins strict. Daniel s'est décidée à franchir le pas. Ce matin, elle va enfin prendre connaissance, à l'aide sociale à l'enfance, des papiers qu'elle a signés il y a 36 ans. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de renseignements et qu'ils ne veulent pas le dire. Et là, vous attendez quoi alors? J'attends beaucoup de choses, retrouver traces de lui et tout. Comme il a quand même 36 ans, donc aujourd'hui c'est quand même le grand jour, je pense retrouver mon fils. Savoir s'il est toujours vivant. Alors voici le procès verbal de l'œuvre Ramsay. Daniel apprend alors que son fils a été confié à l'œuvre privée Ramsay, puis adopté par une famille, et qu'elle a bien demandé le secret sur son identité quand elle l'a abandonné. Mais aucune indication sur son nouveau nom. Seule lueur d'espoir, une lettre qu'elle laisse pour son fils, où elle lui explique tout, et qu'il pourra lire s'il vient un jour lui aussi consulter son dossier. Qu'est-ce que vous lui avez expliqué dans cette lettre? Tout ce qui s'était passé, le viol, et la grand-mère et l'assistante sociale, tout. Le fait qu'on vous et ait que je l'aimais incité, beaucoup, oui, à l'abandonner. Et vous n'avez pas peur qu'ils prennent peur en lisant ça? Oui, mais c'est ce qui m'est arrivé, donc je peux pas dire autre chose, je peux pas mentir, ça m'est arrivé, j'espère qu'il comprendra la chose. Cette mère a donc levé le secret, mais n'a obtenu aucune information sur l'identité de son fils. Nous n'avons pas le droit, ni vous ni moi, de nous immiscer dans sa vie privée. Il faut que ça soit vraiment une démarche de sa part. Pour retrouver trace de leur mère, les enfants nés sous X peuvent saisir depuis 6 mois le Conseil national d'accès aux origines personnelles. Accueil réservé des conseillères qui refuseront que l'on assiste à l'entretien avec Daniel. Mais là encore, des illusions. C'est quand même 4 kilos. C'est un beau bébé. Les mères biologiques ne peuvent pas saisir ce conseil quand elles souhaitent retrouver leur enfant. La loi, c'est une recherche des origines. La loi, c'est pas une recherche des enfants qu'on a mis au monde, vous voyez? Cette mère de l'ombre n'a jamais refait sa vie et n'a pas eu d'autres enfants. Désormais, ses espoirs reposent dans ces quelques lignes qu'elle a écrites pour son fils. C'est à lui maintenant de faire le premier pas. C'est le néerlandais Knavel, l'ancien vainqueur du Paris-Roubaix, qui a remporté la 17e étape du Tour de France. Une victoire qui ne change rien pour les deux favoris. Nathanaël de Rinxin, Nadine Picard. Le bonheur, selon Servais Snaven, c'est simple comme une victoire d'étape sur le Tour de France. De la ligne d'arrivée à Bordeaux
jusque dans les bras de son soigneur, le grand néerlandais n'en finit plus de laisser éclater sa joie. Après sa victoire dans Paris-Roubaix en 2001, il remporte ici le plus beau succès de sa carrière. Je ne gagnais pas beaucoup, mais quand j'ai gagné, j'ai toujours... des belles courses, ça c'est le plus important. Hein. Cette victoire Servais-Knaven met 180 km à la dessinée. Le temps d'une échappée avec 9 autres coureurs qui ont du mal à s'entendre. Il y a 6 nationalités différentes dans le groupe. Côté français, Christophe Mangin et Médéric Lin sont dans le coup, malgré quelques soucis de santé. C'est vrai que j'ai des doigts encore cassés, mais j'ai vraiment mal aux jambes. Mais bon, je pense qu'il ne tente rien n'a rien, et j'ai encore tenté aujourd'hui pour, déjà pour me faire plaisir et puis pour faire mon travail. Dans les longues lignes droites des Landes, le peloton fatigué par le passage des Pyrénées abdique rapidement. Les 10 échappés prennent un quart d'heure d'avance. La victoire leur appartient. À 18 km de l'arrivée, Knaven prend la poudre d'escampette. Redoutable finisseur, il s'impose presque tranquillement sur la ligne de Bordeaux. Après Jean Galfian Le Perchis, c'est au tour de Marie-Jo Pérec de déclarer forfait pour les mondiaux d'athlétisme qui se dérouleront au Stade de France au mois d'août. Une sciatique l'empêche de s'entraîner normalement. Elle estime qu'en 3 semaines, il ne lui est pas possible de retrouver un niveau de compétition. Le Russe Alexander Popov a remporté la finale du 100 mètres libre messieurs des championnats du monde de natation à Barcelone. Une finale très attendue avec les 3 plus grands noms de la discipline. Le premier français s'est classé 6e, Grégoire Tournon. Le tsar règne toujours sur la natation mondiale. Alexander Popov est sacré champion du monde du 100 mètres nage libre. Une finale de rêve pour ces mondiaux de Barcelone avec le néerlandais Van den Hoogenband, le russe Popov et l'australien Thorpe, les 3 stars de ces championnats. Et puis il y a le jeune français Frédéric Bousquet, un peu intimidé face à de tels monuments. L'australien Thorpe se fait rapidement distancer, commence alors le duel tant attendu entre Van den Hoogenband, le champion olympique en titre, et Popov. Mais c'est le russe qui s'impose en 48 secondes et 42 centièmes devant Van den Hoogenband et Thorpe. Frédéric Bousquet termine 6e, belle performance dans une finale aussi relevée. Popov ajoute une médaille d'or de plus, un palmarès prestigieux, 2 fois champion olympique et maintenant 3 fois champion du monde sur cette distance. À 31 ans, le Russe a montré à la jeune garde de la natation mondiale qu'il fallait encore compter avec lui. C'est un grand rendez-vous pour les passionnés de voile. Dans quelques jours débutera la 34e édition de la Solitaire du Figaro. Cette année, les navigateurs vont découvrir un nouveau bateau, plus grand, plus performant que le précédent. Christophe de Valembras et Alain Darigrand ont rencontré Franck-Yves Escoffier, grand vainqueur l'an dernier de la Route du Rhum dans sa catégorie. Le tout nouveau Figaro type 2, celui de Franck-Yves Escoffier, le navigateur malouin. C'est désormais sur ce modèle de bateau que vont se mesurer les concurrents de la Solitaire du Figaro. C'est un très beau plan, il est bien dessiné, c'est un bateau qui va aller de toute façon et heureusement plus vite que l'ancien, qui a beaucoup plus de stabilité de route. Escoffier n'avait plus couru la Figaro depuis près de 10 ans. Mais ce nouveau bateau attire cette année de grands noms de la voile, ceux qui avaient délaissé le circuit Figaro pour des bateaux plus grands, des courses autour du monde. Desjoyaux sera là, Perron aussi, Gauthier, Péan, Tiercelin, Escoffier. Les grands navigateurs se redécouvrent une passion pour la Solitaire. Sur l'ancien Figaro, on n'avait plus grand chose à apprendre. Et certains coureurs avaient vraiment un train d'avance parce qu'ils ne faisaient que ça et depuis des années avec le même bateau. Donc ils avaient eu le temps de le perfectionner. Là, on démarre avec des bateaux neufs. Donc les vitesses sont très similaires et la course est ouverte. Et quelle course! Depuis 1970, la Solitaire du Figaro a vu défiler la plupart des grands skippers français. Une course en étape qui mêle souvent la rudesse du gros temps et la finesse tactique quand l'air fait défaut. Une course au large disputée au rythme d'une régate exigeante qui impose d'épuisantes nuits sans sommeil. Il faut avoir la niaque, tout simplement, c'est le terme qu'on peut employer, la niaque en permanence. Et il faut vraiment en vouloir parce que c'est la seule solution pour pouvoir rester avec les meilleurs. Il faut être dessus en permanence, au réglage en permanence. Si vous allez dormir une demi-heure de trop et que vous traînez une algue, vous perdez tout de suite 4 à 5 places. Donc c'est un stress permanent et il faut vraiment être très vigilant pour espérer rentrer dans les 10 premières d'une étape. Le départ de la 34e Solitaire du Figaro sera donné mercredi prochain au Sables d'Olonne. 2000 milles en 4 étapes entre la France, l'Espagne et l'Irlande, avec en jeu pour Franck-Yves Escoffier et les autres, l'un des titres les plus respectés de la voile française.
C'est dans le Grand Nord canadien que l'explorateur toulousain Stéphane Lévin est parti vivre 4 mois en solitaire. Une aventure humaine qui va aussi servir à la science. En passant 60 jours dans l'obscurité, il a pu tester les réactions de son organisme. Jérôme Sesca à la location. C'est moins 18 dans la cabane. Je me gèle, c'est épouvantable. Stéphane Lévin est un explorateur de l'extrême. Je viens de contrôler sur mon GPS. Normalement, le soleil serait de retour le 11 février. 120 jours sans soleil, dont 60 jours d'obscurité totale. Il a vécu seul la nuit polaire dans le Nunavut canadien. À 40 ans, il a affronté l'hiver dernier des températures proches de moins 40 degrés. Pour témoigner, quelques images prises avec cet appareil photo numérique. Les Inuits l'ont installé dans 7 cabanes pour 4 mois sur le toit du monde, là où seuls les ours survivent. L'obscurité telle que n'a pas été le souci majeur. Parce que j'avais envie de vivre ça, de vivre cette expérience extraordinaire d'obscurité pendant 60 jours. Et c'est vrai que ça a été absolument incroyable. Voilà. Stéphane Lévin s'est prêté à plusieurs protocoles scientifiques et médicaux. 1 an et demi de préparation pour étudier sa vision ou son sommeil. Car dans ces conditions extrêmes, certains sens s'affinent de façon étonnante. La vision va évoluer. Je vais aller jusqu'à 20 dixièmes de vision, ce qui est absolument extraordinaire. L'audition va se développer. Tout ce qui va devenir déterminant pour ma sécurité va s'animaliser. Stéphane Lévin a été suivi avant et après l'expédition par le médecin du sommeil, Christian Bourbon. L'obscurité totale et le froid intense ont profondément modifié ses cycles du sommeil. L'explorateur dormait 16 heures par nuit. Et même éveillé, il montrait une tendance à la somnolence. Le froid va altérer significativement notre vigilance, tant diurne que nocturne. Comme les animaux qui hibernent en hiver? En quelque sorte, on pourrait penser que l'être humain est un animal qui a des vestiges d'hibernation. L'aérospatiale s'intéresse à ces résultats 6 mois après le retour de Stéphane Lévin. Comme lui, les astronautes sont soumis aux mêmes conditions de froid, d'obscurité et d'isolement. Stéphane, lui, devrait retrouver ce grand désert de glace en mai prochain. Avignon se remet tant bien que mal de l'annulation le 8 juillet dernier de son festival IN. Du côté du off, le public est moins important que les années précédentes, mais les 500 compagnies qui jouent chaque jour se démènent comme des diables pour attirer les spectateurs. Isabelle Béchler, Mathieu Birdin. À l'ombre du Palais des Papes, désespérément silencieux, le cœur n'y est pas. C'est une vague tristesse qui flotte dans un public clairsemé, même si chacun fait de son mieux et essaie d'y croire. On ne se bouscule pas non plus place de l'Horloge. Et les garçons de café font beaucoup moins de kilomètres qu'une année normale. Même les as de la caricature sont désœuvrés. Et pourtant, le festival Off fait de son mieux pour survivre. Malheureusement, avec tous les effets, tout ce qu'on a entendu partout, nous avons perdu entre 20 et 30% de spectateurs. Environ 500 spectacles sont à l'affiche dans tous les théâtres dont les ruelles d'Avignon sont parsemées. À 20h45 à l'Albatros Théâtre, la salle est climatisée, à ne pas passer à côté. À minuit au théâtre de l'Alizé, allez-y, demandez. Et certains font quasi salle comble, même si tout le monde ressent une baisse de la fréquentation du public comme des acheteurs de spectacles. Pour moi, à court terme, c'est un manque à gagner en recettes, c'est sûr. Par contre, à terme, il y a, à mon avis, une onde de choc sur 2 saisons, quoi. Clairement, ça va laisser beaucoup de gens sur le sable, des petites compagnies surtout. Si ce soir en rentrant, un tueur fou vous attaque à coups de myrtille, faudra pas venir pleurer après. Oh! On a cette chance-là, probablement aussi d'être tiré vers le haut, parce qu'on a un spectacle comique et un spectacle qui marche. Et je vous assure que c'est pas évident. Pas évident car tous les intermittents auront vécu cet été la mort dans l'âme. Il est complètement mort! Qu'ils aient décidé de faire grève ou de jouer pour ne pas tuer leur compagnie. À la Grande Motte, les pieds et les torses nus sont interdits dans le centre-ville. Comme l'an passé, le maire a pris un arrêté d'interdiction. Question de bienséance et d'hygiène, mais difficile à faire accepter. Véronique Gaglione, Didier Leduc. Pour votre information, un arrêté municipal est en vigueur.
concernant la circulation de torse nu en centre-ville. Alors, sur la plage, vous avez le droit. Front de mer, vous avez le droit jusqu'au commerce. Parfait. Dès que vous arrivez en centre-ville, il faut vous couvrir. Parfois, les policiers de la Grande Motte offrent des t-shirts aux vacanciers dénudés. C'est un avertissement tout à fait sérieux. L'infraction est passible de 38 € d'amende. Pensez-y. Attention la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. C'est la deuxième année que cet arrêté municipal est en vigueur, à la grande satisfaction des résidents et commerçants pour qui les tenues de plage en ville ne sont pas toujours bien vues. Un minimum d'hygiène à respecter, je veux dire, par rapport aux autres personnes. Vous savez que c'est interdit? Ah, oui, j'ai aperçu, oui. Oh, je suis pas obscène quand même, non? L'État, nous avons des secteurs qui sont des secteurs d'une vraie ville. Donc avec la cohabitation de gens, les uns près des autres, les uns contre les autres. Et par conséquent, c'est là qu'il faut trouver peut-être des règles simples, rappeler les règles simples. Il faut mettre un t-shirt, monsieur. Arrêté municipal en vigueur, 38 € la verbalisation. Allez-y, la voiture est pas loin. 550 avertissements l'an dernier, mais seulement 8 contraventions dressées pour tenue incorrecte en ville. Ce n'est pas trop répressif. Car même si la cohabitation n'est pas toujours facile, avec 100 000 touristes chaque été, la Grande Motte ne veut surtout pas les voir se rhabiller ailleurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, suivi du point route Julien Pascal. 20h55, faites entrer l'accusé avec Christophe Ondelat. Ce soir, l'assassinat du juge Michel. 0h55, dernier journal Jacques Wittenberg. Dès 6h30, télématin, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Dominique Moisy, conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales. Et on se quitte sur ces images du pavillon atlantique de Lisbonne. 8000 spectateurs sont venus admirer les performances des gymnastes portugais, italiens et scandinaves qui participent depuis dimanche à la 12e édition de la Gymnastrada mondiale 2003. Très bon week-end à tous, à lundi. Votre soirée.